Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette autre édition de l'information sur DBS Télévision, lutte contre le Covid-19, le ministre camerounais des Transports prescrit le respect scrupuleux des mesures barrières dans les taxis, gares de transport urbain et interurbain. Au lendemain de la prescription du membre du gouvernement, on observe une timidité dans l'application de ces mesures. Les mesures prises par les responsables du site du barrage de Natigal sont loin d'être acceptées et rejetées en bloc par les employés. Depuis quelques jours, un mouvement d'humeur est observé au sein de l'entreprise. Le pic a été observé hier mercredi. Et puis hier mercredi également était une soirée triste pour les Africains en général et en particulier pour le peuple ivoirien. Consternation et émotion ont envahi le continent après le décès du Premier ministre et ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Entendez Ahmed Bakayoko, véritable people, est décédé en Allemagne de suite de cancer. Le film de son décès dans cette édition. Voilà également l'essentiel à retenir. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 4e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Pour une 3e fois depuis le mois de février, les ouvriers du chantier électrique du barrage de Natigal sont entrés en grève. Dans la liste des plaintes, la tenue des propos à caractère raciste, le mauvais traitement du personnel et l'ingérence du gouverneur de la région du centre. Alit Mama nous donne plus de détails. C'est un jour ouvré et pourtant les bureaux et logements sont fermés. Les camions de livraison sont immobilisés et les cours sont asséchés. Pas de travail ce mercredi 10 février pour le personnel du chantier du barrage hydroélectrique de Natigal, ici de nouveau entré en grève. Selon des témoins, dont des anonymes et ceux à visage découvert, ils revendiquent notamment le respect de leur couleur de peau, mais aussi le respect des clauses inscrites dans leur convention de travail. Mais le problème c'est que il y a le non-respect des ouvriers, il y a les propos racistes, et il y a le non-paiement des primes. Voilà ce qui est à la base. Il y a la prime de non-logement que depuis 2 ans que les gens sont aussi, le directeur n'a pas payé. Le rappel du non-logement qui est de droit, la prime de risque qui est de droit, la prime d'assiduité qui est de droit et la prime de non-logement qui est de droit qui n'a jamais été donnée aujourd'hui. Or, le cahier des charges a prévu que l'ouvrier doit avoir la ration, doit être nourri, logé dans le site et logé pendant le site. Selon la convention, c'est écrit, parce que c'est que comme j'ai plus de temps à lire, c'est écrit dans un projet comme celui-ci-là, ils doivent nourrir et héberger les ouvriers dans le site. S'ils ne le font pas, ils doivent payer ce non-logement dans les bulletins de paye, la ration. Maintenant, le monsieur, il a bafoué tout ça. Face à la bonté des indignations, le préfet de la Haute-Sanaga et les forces de maintien de l'ordre sont descendus sur les lieux pour verser de l'eau au feu. Mais leur arrivée n'a fait que raviver les flammes de l'indignation. Les travailleurs vêtus d'orange se sentent courroucés face au comportement des autorités administratives et notamment celui du gouverneur de la région du centre. Le mois passé, ils sont allés chez le gouverneur. Le gouverneur a tenu un langage vraiment qui nous a motivés, d'espoir quoi. Et il a promis qu'on donne quelques temps au directeur le temps de réfléchir par rapport au non-logement. Hier maintenant, les gars sont repartis chez le gouverneur. Les mêmes gars qui étaient là la fois dernière, le gouverneur a catégoriquement changé de langage. Il a changé de bouche de cela. Aujourd'hui, le gouverneur a allé changer la bouche avec les gars, les représentants qui étaient à Yaoundé hier, soit disant que nous n'avons droit à rien. Les plaignants disent être méprisés par le chef du projet, ici, debout dans son costume noir. Déterminé à obtenir gain de cause, rappelons que ces ouvriers signent pour une 3e fois depuis le mois de février 2021 l'arrêt des travaux de cette centrale électrique. La Côte d'Ivoire porte le deuil. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko s'est éteint hier mercredi en Allemagne. Selon des sources officielles, il souffrait d'un cancer en phase terminale. Retour sur le parcours de l'homme avec vous, Adi Poutou. Son règne en tant que Premier ministre ivoirien aura duré 8 mois seulement. Ahmed Bakayoko avait gravi les échelons
Sa rencontre avec Alassane Ouattara au début des années 90 lui a permis de se tailler une carrure d'homme politique pour devenir fidèle parmi les fidèles du président ivoirien. Son parcours est celui d'un garçon qui, le bac pour seul diplôme, sera successivement leader étudiant, journaliste, patron de radio, député, ministre de l'Intérieur, de la Défense, puis Premier ministre à la suite du décès brutal de son prédécesseur Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020. Hambak, comme il était surnommé, travailleur acharné selon ses proches, jouissait d'une grande popularité et faisait l'unanimité dans toute la classe politique ivoirienne. C'est ce qui lui a valu de mener avec succès le dialogue politique avec l'opposition pour trouver un consensus autour des élections législatives du 6 mars dernier. Candidat à ce scrutin, il venait d'être réélu en son absence, député dans sa circonscription de Séguéla sous la bannière du RHDP. Présenté comme un homme de combat et de conviction, modeste, bon vivant, Hambak avait une très bonne réputation auprès de la jeunesse ivoirienne qu'il avait surnommé Golden Boy. Il était même le parrain de plusieurs artistes. Le charismatique Ahmed Bakayoko apparaissait comme l'un des plus sérieux candidats à la succession d'Alassane Ouattara en 2025. Mais le destin en a décidé autrement. Il s'est éteint ce 10 mars à l'âge de 56 ans, emporté par un cancer en phase terminale. Son décès inattendu marque la deuxième disparition du numéro 2 de la Côte d'Ivoire. Pour le président Alassane Ouattara, l'histoire se répète. En terre ivoirienne tout comme partout ailleurs en Afrique, c'est l'onde de choc. Les langues se délient. Face à la nouvelle explosion de cas de coronavirus au Cameroun, les mesures barrières sont réactivées sur instruction du ministre camerounais des Transports. Illustration parfaite à la gare routière de Soa, c'est à Yaoundé, où se sont rendus nos reporters Judy Ndongo et Loïc Ngepnon. Cache-nez obligatoire, je vous en prie. Cache-nez obligatoire pour tout le monde. Monsieur, s'il vous plaît, cache-nez, je vous en prie. Gare routière de Soa ce jeudi matin, le secrétaire général du syndicat national des chauffeurs de transport périurbain, urbain et rural du Cameroun s'assure de ce qu'aucun passager ne soit admis dans un véhicule sans son cache-nez correctement porté. Nous veillons à ce que tous les passagers qui embarquent à notre niveau portent obligatoirement, je dis bien obligatoirement, un cache-nez et nous évitons qu'il y ait des surcharges car les surcharges peuvent aussi emporter la maladie. Les mesures barrières à la Covid-19 sont ainsi réactivées au moment où on observe une résurgence du virus en terre camerounaise. Les dispositions sont nécessaires et bonnes parce que c'est pour le bien de tout le monde. Ils ont totalement raison de m'exiger ça. On assiste là à la mise en application des instructions du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Bibehe, face à la pandémie. Le ministre des Transports, son Excellence Ngale Bibehe, hier aussi a pris une autre mesure interdisant tous les surcharges dans les véhicules parce que cela pourrait, n'est-ce pas, encourir à des sanctions par le chauffeur, c'est-à-dire, dans un premier temps, le retrait du permis de conduire et ensuite le retrait définitif du permis. Seulement, la distanciation physique semble difficile à respecter. J'aimerais que le gouvernement prenne des mesures en ce qui concerne l'occupation des sièges parce que visiblement on est en situation de sous-charge. J'ai suivi à la radio que dans ce cas, la personne en sous-charge doit être votée. Combien de personnes vont-on sortir de ce véhicule où c'est 5 personnes par rangée ou réduit à 4? C'est une blague. On parle d'un mètre de distance, mais ici on est 5 par rangée dans un espace aussi réduit. Comment respecter la distanciation physique? What is the distance in the place? La pandémie de Covid-19 a un impact déjà négatif sur le niveau de vie des populations camerounaises, selon une évaluation de l'Institut national de la statistique. Le virus qui ressurgit à une vitesse qui inquiète n'annonce pas bon augure. Des mesures barrières générales et spécifiques instruites par le ministre des Transports sont remarquées dans le transport interurbain. Les terminaux de départ ne sont plus encombrés. À Douala, par exemple, le port des masques devient automatiquement obligatoire. Colombe Kata, les tirs ici l'année. La résurgence de la pandémie à coronavirus au Cameroun perturbe la quiétude des pouvoirs publics.
La sortie du ministre des Transports au cours de cette semaine relative à l'observation obligatoire des mesures barrières dans tous les secteurs de transport s'avère opportune. L'injonction de Ernest Ngale Bibé, qui fait d'ailleurs allégeance à celle du Premier ministre, fera-t-elle écho dans cet univers aussi complexe à la lumière de l'état des lieux dans les terminaux de départ, tout au moins des agences de voyage interurbains? À Douala, une excursion dans l'une d'elles semble bien rassurée. Les masques sont arborés, quoique pas dans la plénitude des effectifs. Dans le hall, ce n'est pas la congestion à la satisfaction des voyageurs. C'est quand même bien, tout le monde respecte le port des masques. Bon, après l'achat du ticket, on prend place pour attendre l'embarquement. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de monde ici, chacun est assis seul, donc c'est un peu comme ça. Le principe est établi, le masque d'abord et l'enregistrement après. Ils sont d'abord sensibilisés à partir de l'achat des billets, où on les exige le port du masque. Quand tu as ton masque, on te fait un ticket, mais après, avant de monter dans le bus, celui qui embarque les exige le masque. Dans le véhicule, aucun visage ne fait exception. Les passagers s'y sentent d'ailleurs en sécurité. Je suis en sécurité. La distanciation est là. Tout le monde a le masque. Il y a la propreté. Donc c'est bien. Beaucoup toutefois reste à faire. La distanciation relève encore d'une utopie dans une logique où les frais de transport restent inchangés. Le véritable visage de certains passagers ne se relève souvent qu'après le départ. Quand on quitte de l'agence pour prendre la route, il y a d'autres, tantôt ils mettent le masque, tantôt ils enlèvent. Tu ne peux pas parler de oh, laissez-nous ça, la maladie n'existe pas et tout. Je leur fais comprendre que la maladie existe bel et bien. Le virus existe. Ah, conduis-nous, oh machin, truc. Bon, comme tu ne peux pas passer tout le voyage à te quereller avec les passagers, tu es obligé de garer ta foi et puis tu te conduis à bon port. Ainsi vont les voyages dans un contexte marqué par la Covid-19 que bien de gens trouvent encore illusoire, malheureusement. Après Douala Yaoundé, mettons le cap dans le département de l'Océan. Au moment où les mesures barrières semblent passer dans les oubliettes, les autorités attrapent le taureau par les cornes. Les actions sur le terrain sont montées d'un cran 16 jours après la campagne de sensibilisation du prophète du dit département Norobelo le 8 mars dernier. Les détails avec vous, Simplice Boning. Effet surprise d'une visite inopinée. À défaut d'un cache-nez, simulation avec tout tissu à portée de main. Suite au constat du relâchement dans l'observation des mesures barrières, la mise en garde émise par le nouveau préfet du département de l'Océan depuis sa prise de commandement est à sa vitesse de croisière. Les récentes vagues de contamination lui donnant raison. Un message qu'il a tenu à porter personnellement au grand public, comme ici au marché Colbitin. Dès que vous sortez de votre maison, vous devez avoir votre masque. Pendant tout votre séjour dehors, vous avez votre masque. Que ce soit au marché, dans la rue. Quand vous rentrez, vous pouvez enlever votre masque quand vous êtes dans votre famille. Chacun devant son hôtel doit avoir son seau avec de l'eau coulante et du savon. Coup d'envoi d'une grande campagne de sensibilisation qui pourra aboutir à la répression. À la mairie d'arrondissement de Kribi 2e, l'on entend prêcher par l'exemple. Et à son nom dans ma mairie sans masque, sans se laver les mains, personne. C'est obligatoire. Même dans les bureaux, chacun porte à bord son masque. L'ensemble du personnel subit le dépistage pour la deuxième fois consécutive, pour des raisons évidentes. Le personnel devait d'abord être dépisté parce que nous sommes aussi autant exposés que d'autres personnes. Un geste apprécié à sa juste valeur, prévenir valant mieux que guérir. Tout le monde n'ignore pas l'importance de cette opération, puisque cette opération vient une fois de plus pour prévenir. L'étape suivante se poursuivra au sein des populations, notamment à travers le porte-à-porte et la désinfection des espaces publics. Les établissements scolaires ne sont pas en reste. Au collège adventiste bilingue, une barrière est dressée contre les ennemis des mesures barrières. Nous avons également mis sur pied des dispositifs que nous avons reçus de la Croix-Rouge et le don de l'APEE et du MINESEC pour laver les mains à longueur de journée. Pour les élèves, nous avons mis à leur disposition des savons. Et nous avons même déroulé un autre concept, nos masques, nos classes. Ça veut dire que tout élève qui doit entrer dans le campus doit avoir
son masque obligatoirement. Et nous passons dans les salles de classe pour contrôler que ce ne soit pas juste un slogan à l'entrée. De manière générale, le département de l'Océan est en alerte. Une alerte que l'on espère l'épargnera du pire. Suivez mon regard. Le malaise à peine voilé est réel sur le corridor Douala-N'Djamena. Le climat de travail est tendu entre les transporteurs du Cameroun et leurs partenaires tchadiens. C'est en vue de trouver des solutions relatives à cette situation que les leaders syndicaux du transport routier des marchandises ont tenu ce 11 mars à Douala en point de presse. Il était surtout question d'entrevoir des perspectives dans le sens du respect mutuel des droits et devoirs des transporteurs des deux pays. Je vous propose d'écouter un extrait des points décriés et des mesures relatives envisagées au micro de Colombe Katali Thierry Selani. Je vais commencer par la dernière préoccupation la plus saillante, un système de double immatriculation des camions appartenant aux Tchadiens au Cameroun. Vous avez des entreprises qui ont des camions, ils immatriculent une partie au Tchad, une partie au Cameroun. Et ça, c'est en violation des règles et règlements de notre pays. Quand ils le font, ça leur permet également de chipper et de confisquer le fret qui devrait être reparti entre les transporteurs camerounais et tchadiens. Nous avons mis en place un système dans un comité de suivi qui nous permettrait de surveiller et la répartition du quota et surtout le respect du prix plancher. Et nous insistons sur le respect de ce prix de 3 300 000 francs en direction de N'Djamena qui nous avait été proposé par les organisations tchadiennes. Nous avons également exigé que la République tchadienne respecte la carte rose. Cette carte rose d'assurance qui permet en cas d'accident de faire des constats d'usage quel que soit le pays de la CEMAC où nous nous trouvons. L'imprudence et la recherche effrénée du gain dictent leur loi sur les principaux axes routiers de la ville de Nkonsamba. Les conducteurs des mototaxis, acteurs de premier rôle dans le transport des élèves, s'illustrent par l'excès de vitesse et le non-respect du code de la route. Un constat fait par les responsables du syndicat qui condamnent cet acte d'incivisme. Plus de détails dans cet élément que signe Franck Léonen Difo et Goura Abdelkadir. Le cauchemar des usagers de la route à Nkonsamba semble avoir le visage de ces chauffards au guidon des mototaxis. L'incivisme a pris les commandes, le bruit de leur engin pétara tous les matins sur le chemin de l'école, défiant même au passage le code de la route et la limitation de vitesse. Dans cette course folle vers la mort, les élèves sont pointés du doigt. Ce sont les élèves eux-mêmes. Ce sont eux le véritable problème. Parce que généralement quand ils sont sur les motos, ils sont déjà en retard, ils sortent de leur maison très tard. Et quand ils prennent la moto, ils commencent à dire que file. Pour les pensionnaires, c'est aussi la chasse de l'argent quoi. Bon, pour pouvoir gagner un peu plus de sous, c'est juste qu'en filant, ils vont déposer et puis ramener d'autres tours. Pour freiner ces motards d'un autre genre, en passe de coloniser les rues de Nkonsamba, le syndicat départemental des mototaxis sort de sa réserve et appelle tous ces bensikineurs à rétrograder, question de privilégier les vies. Nous avons déjà frappé la main sur la table avec les autorités pour permettre de mettre fin à ces excès de vitesse et à ces accidents qu'ils créent d'eux-mêmes, on peut le dire volontairement par fantaisie. Et nous voyons des personnes qui perdent leurs membres, qui perdent leur vie. Tous ceux qui mèneront ces excès de vitesse seront interpellés. Qu'ils ne s'étonnent pas, même après 2 ou 3 jours, ils seront interpellés pour leurs excès de vitesse parce que ça avec des preuves. 713 personnes victimes d'accidents de circulation pour la seule année 2020, dont la plupart à mettre au compte des mototaxis. Ces chiffres avancés par l'hôpital régional de Nkonsamba n'a pas l'air à les décourager. Ils transportent à bord tous les matins, précipitent vers un chemin incertain. Voici la ville aux deux monts, lancée dans une course à tombeau ouvert. Élèves et mototaximens rivalisent leur aptitude à l'incivisme sur la voie publique. Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a séjourné à l'extrême nord au terme d'une visite de travail dans le département de Mayo-Kani et à Maroua dans le cadre d'entretien des chantiers de modernisation de l'administration camerounaise à travers la gamme de services mis en ligne depuis 2018 pour faciliter l'accès aux services publics. Abdoulalim et Jackson Jock.
L'extrême nord comporte un vivier très important d'agents publics, un peu plus de 20 000 fonctionnaires, agents de l'État confondus. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Anderson Lee, est allé rencontrer ces personnels d'État pour une campagne d'explication sur la dématérialisation et la simplification des procédures pour qu'ils appréhendent les tenants et les aboutissants. Par exemple, sur l'organisation des concours par visioconférence, la signature d'un certain nombre d'actes par les délégués régionaux ou par les autorités administratives. Des décisions qui ont été prises il y a quelques mois. Et quels sont les desiderata de ces personnels? Nous devons travailler davantage pour que les populations ici aient le service absolu aux besoins jusque chez eux, là où ils habitent. Parce que c'est ça notre rôle. Ce n'est pas eux qui doivent venir vers l'administration, c'est l'administration qui doit aller vers eux. C'est en tout cas la politique définie par le chef de l'État que nous implémentons sous l'autorité du Premier ministre, le chef du gouvernement. La séance de travail entre les autorités, les fonctionnaires et agents de l'État a été enrichissante au vu de la facilitation pour les éviter la pénibilité d'accès aux services publics. Justement, le service public qui tourne au ralenti dans l'Adamawa. De plus en plus, les agents de l'État et fonctionnaires brillent par l'absentéisme et l'indiscipline. Après la région de l'extrême nord, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est en visite de travail ce jour en Ngaoundéré, où il a recommandé au gouverneur de cette région la tenue régulière du conseil de discipline. Plus de détails dans cet élément que nous propose Awal Mohamedou. Délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative de l'Adamawa. Première étape de la visite de travail de Joseph Lee en Ngaoundéré. Ici est logé le centre multimédia destiné à simplifier et à dématérialiser certaines procédures administratives. Une salle étroite avec des installations approximatives. Le MINFOPRA n'a pas caché sa colère aux responsables de l'entreprise qui a gagné et effectué le marché. Ils sont venus mettre le plancher seulement, c'est tout un marché. Parce que les équipements, c'est un autre marché. Ça, c'est quoi? Qui a fait ça? C'est Medov ou Siscam? C'est vous, Siscam? Sinon, je vous porte plainte. Je vous porte plainte. Le travail qui a été fait n'est pas satisfaisant. Ça, je dois vous l'avouer, je ne suis pas content. Parce que ce que j'ai vu ne répond pas du tout aux normes. C'est pour ça que j'ai dit, et d'ailleurs j'avais demandé que ces entreprises ou cette entreprise envoie des représentants sur le terrain et qu'ensemble nous fassions cette évaluation. Le constat qui se dégage est que le travail a été mal fait. L'Adamawa compte plus de 14 000 personnels de l'État, mais dans les administrations, de nombreux bureaux passent des jours, voire des semaines sans leurs occupants. L'absentéisme et l'indiscipline se sont enracinés et c'est le service public qui en pâtit. Face aux agents publics, le responsable des ressources humaines de l'État s'est voulu clair. La récréation est terminée. Ce que nous constatons n'est pas normal. Un tel comportement de la part des agents publics est passible de sanctions. Que certains agents publics, pour éviter d'être placés en position d'absence irrégulière et se croyant malins, ne travaillent que quelques jours par mois et après disparaissent. C'est pourquoi, monsieur le gouverneur, je voudrais vous inviter à bien vouloir veiller scrupuleusement à la présence effective et à l'assiduité des agents publics en service dans votre ressort de commandement. Tout manquement à ces obligations doit faire l'objet d'une sanction exemplaire. Au cours de cette rencontre, le MINFOPRA s'est aussi apaisanti sur les réformes entreprises par son département ministériel en vue de moderniser ses services tout en facilitant leur accès. Dans un très court terme, nous allons sortir 2 listes de documents. La première liste, et c'est celle-là qui sera longue, ça va être la liste des documents pour lesquels l'usager n'a plus besoin de venir à Yaoundé parce que tous ces services peuvent lui être rendus au niveau
de la délégation régionale du Minfopra. La deuxième liste, et celle-là sera très courte, c'est la liste des documents pour lesquels, ou alors des services pour lesquels cet usager est quand même obligé de venir jusqu'à Yaoundé parce que nous avons besoin de le voir, de l'identifier physiquement. Le centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Meganga a aussi reçu le membre du gouvernement et sa suite. Les obsèques du bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun ont débuté ce jeudi à l'hôpital militaire de Douala. La levée de corps de maître Charles Patié Tchakounté s'est déroulée en présence de fortes personnalités. Hervé Moukouri, Constantin Nondomki. Il ne reste plus que sonne le glas pour accompagner le bâtonnier à sa dernière demeure. L'hôpital de la région militaire numéro 2 avait l'allure d'un tribunal où la mobilisation des avocats était de mise pour éviter qu'une sentence tombe pour un prévenu du corps. Sauf qu'ici, les confrères n'y peuvent rien. Le verdict est divin, immuable, depuis le 4 octobre 2020. La mobilisation de la coopération est en guise d'hommage à un homme de justice qui a su marquer de son empreinte son passage sur terre, ou plutôt dans les tribunaux. Un avocat qui a fait preuve de rigueur dans le travail, de professionnalisme et qui a suscité des vocations. Maître Tchakounté Patié était d'abord un très grand avocat, ensuite un grand leader, un grand manager. Il a prouvé pendant quelques mois qu'il a présidé à la tête de notre corporation, qu'il a présidé le barreau, qu'il a dirigé le barreau du Cameroun. Il a prouvé qu'il était un grand leader. Un bâtonnier qui, en un laps de temps, passé à la tête du barreau, a su marquer les esprits. Le barreau perd un très très grand homme. Je le dis sans flagornerie, je le dis parce que je le sais. Et il est de ceux qui sont battus pour que le barreau ait un terrain. Je sais le rôle qu'il a joué pour pouvoir trouver le terrain. Et nous avons accompagné pour que ce terrain puisse être acheté finalement. Fort de tout cela, le corps des avocats se sent profondément atteint, d'où les mines patibulaires. Maître Tchakounté Patié Charles laisse une famille nucléaire et surtout judiciaire dans le désarroi. Et c'est pour exprimer une douleur vive que les avocats ont défilé devant le cercueil recouvert d'un linceul aux couleurs de l'ordre des avocats du barreau du Cameroun. Se sont prosternés devant la dépouille de l'illustre disparu et ont accompagné la dite dépouille mortelle jusqu'à son domicile au quartier Bonapriso. Décédé le 4 octobre 2020 au Havre, en France, les obsèques du bâtonnier de l'ordre des avocats qui ont débuté ce 11 mars prendront fin le 13 mars prochain à Barok, son village natal, à l'ouest du Cameroun. Ce tableau triste nous ouvre la voie pour les prévisions météo de demain, 12 mars. Dans la ville de Yaoundé, nous aurons 30 degrés en journée, du soleil, il y en aura, et 22 degrés au soir. Dans la ville de Douala, des orages qui se présentent, 33 degrés au soir, nous aurons 25 degrés. Et à l'ouest du pays, même température qu'à Douala, 29 degrés au soir, nous aurons 17. Dans le sud-ouest, c'est à Boya, même climat qu'à Bafoussam et Douala, 25 degrés au soir, 19 degrés. On va à Maroua où nous aurons un peu de soleil. Là, c'est dans l'extrême nord, 38 degrés en journée au soir, 25 degrés. Et à Bertois, la capitale du soleil levant, pas de soleil, mais plutôt des orages, 34 degrés au soir, 21 degrés. À Bamenda, pas de soleil, plutôt des orages, 28 degrés au soir, 18 degrés. On va à Ebolova dans le sud où il va pleuvoir. Prière de prévoir également des vêtements de saison, 30 degrés en journée au soir, 20 degrés. Et à Ngaoundéré, 34 degrés en journée au soir, 18 degrés. Dans la ville de Garoua, nous aurons 43 degrés en journée, nous aurons du soleil, et en soirée, 27 degrés. Madame, Monsieur, voilà qui met en thème à cette autre édition du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.